La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir, merci de suivre l'actualité de ce vendredi 22 novembre 2024. Donc voici les titres. Après l'interdiction de leur marche prévue ce vendredi, le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal se radicalise. Vous entendrez Abdoulaziz Fall, président de l'association des internes, dans ce journal. Concertation sur l'eau ce jeudi à Kaolack, les nouvelles autorités vers une politique structurelle de l'eau et de l'assainissement axée sur une gestion inclusive et durable des ressources en eau. Plus de détails dans un instant. Le reportage du jour, la rédaction de GTV est intéressée au débat sur l'importation et l'utilisation de pneus de mauvaise qualité. La rédaction a tendu le micro au vulcanisateur. Ce sera juste après les titres. Et puis sport, Dakar Arena sera pour ce week-end la capitale du basketball africain. 8 équipes sont en lice pour décrocher leur qualification pour l'Afrobasket 2025. Cette fenêtre est la première étape des poules concernées. C'était là les titres, le développement, c'est juste après ceci. Après l'interdiction de leur marche prévue ce vendredi, le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal a finalement tenu un point de presse. Ces médecins en spécialisation, après avoir décrié ce qu'ils appellent une violation de leurs droits, comptent braver tout obstacle pour obtenir gain de cause. Dr Abdoulaziz Fall est le président de l'association des internes. Il s'est exprimé au micro de Mansour Djassé et de Boubacar Diagne. Je voudrais d'abord fustiger l'interdiction de notre marche qui était prévue aujourd'hui. Je pense que vous tous, vous avez vu l'arrêté du préfet. C'est un arrêté que nous jugeons illégal. Parce que la marche est un droit qui est conféré par notre Constitution. Nous profitons aussi de cette occasion pour parler du circulaire, en tout cas de la circulaire qui a été sortie par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la circulaire qui porte notamment sur la revalorisation des indemnités de garde. Nous avons vu tout le tapage médiatique qui a été fait derrière cette circulaire. Nous voudrions attirer l'attention de toute l'opinion que cette circulaire, ou en tout cas cette revalorisation des indemnités de garde, n'est pas un objectif principal de notre combat. En réalité, ce que nous réclamons, ce que nous réclamons, c'est plus de dignité, c'est plus de reconnaissance, mais aussi c'est plus de considération. Les applications ne sont pas encore prises en charge, à savoir notamment la question qui porte sur le statut des médecins internes des hôpitaux, anciens internes des hôpitaux, mais aussi sur le statut des docteurs en spécialisation. Nous avons décidé de reporter notre marche, de refaire une autre demande de marche sur laquelle nous allons prendre en compte tous les motifs qui ont été avancés par le préfet, par le ministre de l'Intérieur pour interdire cette marche. Cette marche va prendre en compte tous ces points. Mais nous les prévenons pour leur dire que la marche est un droit qui est acquis. Et c'est dans ce sens que cette deuxième demande est non négociable. Nous allons marcher, qu'ils l'acceptent ou non. Les populations des villages de Bira, Medina Djara et Sitaouline ont organisé un rassemblement. Ces habitants s'insurgent contre le mauvais état du tronçon qui relie ces villages à la route nationale numéro 7. Des femmes meurent durant les évacuations sanitaires. L'acheminement des produits agricoles vers les grands marchés également pose un véritable problème. À cela s'ajoutent les problèmes liés à l'eau et à l'électricité. Amadou Diallo nous en dit un peu plus. C'est notre correspondant à Tambacounda. Les habitants des villages de Bira, Sitaoulé et Medina Djara dans la commune de Missira depuis des années en raison du mauvais état de la route qui relie ces villages. Ils ont ainsi battu le macadam pour dénoncer cette situation. Notre principal problème, c'est un problème de route. Nous n'avons pas de route et ça fait des décennies, nous crions auprès des autorités pour bénéficier, pour avoir une route praticable. L'état de la route, comme vous pouvez le voir dans les images, c'est lamentable. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que des villages entiers soient coupés du reste du Sénégal
pendant l'hivernage notamment. Nous sommes un village dont l'activité principale c'est l'agriculture. Nous avons des difficultés pour évacuer sur les marchés nationaux nos cultures, nos récoltes, et nous avons des problèmes même pour évacuer nos femmes lorsqu'elles tombent enceintes pour qu'elles puissent accoucher dans des conditions décentes auprès des structures de santé. Et nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. Et nous avons crié partout, demandé de l'aide auprès des autorités, mais en face, il n'y a pas du répondant. Les malades, difficilement que ces malades-là se déplacent dans leur village pour venir. Il y a une ambulance même qui est là, mais pour que tu prends l'ambulance pour aller chercher le malade, tout un tas de problèmes. Il y a trop de boue sur la route. Donc l'accès est très difficile. À cela s'ajoute aussi le manque d'eau et d'électricité dans la zone. Autant de difficultés que déplorent ces populations qui espèrent enfin voir le bout du tunnel après les promesses non tenues par les différents régimes. Après Tambacounda, direction Kaolack, où le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dièye ont présidé la concertation nationale sur l'eau et l'assainissement. Cette rencontre vise à proposer une nouvelle lettre de politique sectorielle de gouvernement axée sur une gestion inclusive et durable des ressources en eau. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye est au micro de Amsatou Gano. Nous ne sommes pas sous l'arbre à palabres, nous sommes ici dans une case, c'est tout comme, c'est toute une symbolique. D'où ce concept de pench au pencho, qui pendant 3 jours, loin de Dakar et de nos bureaux, dans cette belle capitale du Saloum, nous allons donc mener des réflexions approfondies sur les contraintes, les priorités et les solutions durables pour jeter les bases d'une politique de l'eau centrée sur les attentes de tous les acteurs, tout en étant bien articulée avec les agendas régionaux et internationaux. Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais dire un mot sur le choix de Kaolack. Ce choix innovant et audacieux, comme je l'ai dit à M. le maire tout à l'heure, au-delà de la centralité de sa commune, se justifie d'une part par notre souci de délocaliser certaines activités hors de Dakar afin de nous conformer déjà à la nouvelle vision basée sur les pôles territoires, mais d'autre part par l'ampleur des défis auxquels fait face Kaolack en matière d'assainissement et d'accès à l'eau potable de qualité et en quantité suffisante. Bien entendu, il a donné cet exemple qui parle de Kaolack, parle de cette sorte de marqueur indélébile que vivent les populations de Kaolack qu'il faut corriger dans les meilleurs délais. Ces remerciements vont également à l'endroit de M. le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui nous a donné des instructions pertinentes afin que la politique de l'eau et de l'assainissement soit désormais inscrite dans une dynamique inclusive, adossée à une véritable logique de co-construction et s'appuyant sur le principe de subsidiarité. Cette démarche nous permettra alors à tous de penser l'eau globalement, mais d'agir localement. L'intelligence artificielle pénètre de plus en plus le monde de l'esthétique, de la coiffure à l'habillement, en passant par les parfumeries. L'intelligence artificielle y occupe une place importante. En plus d'être un moyen efficace pour gagner de l'argent, l'IA est aujourd'hui cet outil utilisé pour aider les consommateurs à trouver facilement les produits qui les correspondent. Djibril Niane et Pape Nartegay nous en disent un peu plus. L'intelligence artificielle bouleverse de nombreux métiers en favorisant l'automatisation, l'efficacité et l'innovation du secteur de la société. Et le métier de l'esthétique n'échappe pas à cette règle. Une révolution qui entre dans tous les domaines, dans le domaine automobile, dans le domaine de la construction et principalement dans le domaine de la beauté. L'IA est dans le domaine de la beauté. C'est une très bonne chose pour nous, les professionnels du milieu de l'esthétique, parce que utiliser l'intelligence artificielle, c'est un gain de temps et d'argent. Donc nous utilisons tout ce qui est intelligence artificielle, le digital en général, pour gérer en fait toute la chaîne de prise de rendez-vous, de gestion de clients. Non sans être une menace, l'IA s'intègre comme un outil précieux qui répond à la demande croissante de personnalisation des soins selon ces experts esthéticiennes. Mais pas à 100%, parce qu'on est dans un métier qui est très humain. Il y a un contact
le contact humain qui est très important, qu'il faut respecter. Le plan des tâches répétitives comme la prise de rendez-vous, comme voir les avis des clients, faire des suggestions, gérer l'entreprise de manière générale, il est extrêmement utile. Donc on est dans un métier qui est à 90% actif. On a des journées de 35 heures. Donc avoir aujourd'hui un outil comme l'intelligence artificielle, le digital en général, pour nous aider, c'est vraiment quelque chose qu'on va saluer dans ce domaine. L'intelligence artificielle se veut désormais élément incontournable de l'innovation technologique pour le grand public. Ce qui est sûr, l'avenir de la cosmétique sera sans aucun doute façonné par ces technologies intelligentes dans un monde où la beauté est un besoin essentiel. Une journée ou plutôt une cérémonie de graduation a été organisée ce jeudi 21 novembre par le Centre de formation professionnelle et commerciale de Dakar, CFPC de la Fosse. Plus de 500 récipiendaires ont reçu leur parchemin devant leurs parents, amis et formateurs. L'objectif principal de cet événement est de contribuer au développement du capital humain en formant ces jeunes prêts pour servir leur pays. Voici quelques propos recueillis à cette occasion par Ndelenjay et Ndartegay. La fin d'un parcours de plus de 500 étudiants qui ont eu à achever leur circuit d'études que sont le CAP, le BT, le BEP et le BTS. Les défis à relever, je crois que c'est le défi de l'insertion, le défi de l'entrepreneuriat individuel. Aujourd'hui, ces 500 étudiants sont outillés de connaissances mais de compétences acquises au cours de leur formation et qui leur permettent effectivement de s'insérer dans le marché du travail. Parce qu'ayant toutes les compétences et toutes les connaissances requises pour pouvoir faire face à l'entrepreneuriat qui est à mon avis le pilier le plus fondamental afin de booster notre économie. Le message, c'est un message de satisfaction qui sera réitéré tout à l'heure lors de la remise des diplômes. Mais c'est un message de présence d'esprit parce que comme vous le savez, le 14 octobre dernier, le gouvernement a présenté le nouveau référentiel de politique publique qui doit projeter le Sénégal vers un horizon d'émergence et de développement socio-économique. Dans cet objectif d'émergence, il y a un certain nombre d'actions à réaliser, notamment en termes de formation de nos jeunes. Le juge Abdoulaye Ba, président de la commission de la Cour d'appel de Dakar, par ailleurs président de la commission nationale de recensement des votes, a confirmé les tendances des élections législatives anticipées. Il faisait face à la presse, ainsi le parti au pouvoir sort largement majoritaire de ces élections avec 130 députés. Les détails avec Mansour Diassé. Abdoulaye Ba, premier président de la Cour d'appel de Dakar, par ailleurs président de la Commission nationale de recensement des votes, a confirmé les tendances des législatives anticipées. Sur un total de 7 371 891 électeurs inscrits, le nombre de suffrages valablement exprimés est de 3 623 633. Le nombre de bulletins nuls est de 26 326. Après examen des procès-verbaux, des commissaires des commissions départementales de recensement des votes et des pièces annexes et conformément à l'article L0143 du Code électoral, les résultats provisoires annoncés confirment les premières tendances avec PASTEF qui s'est taillé la part du lion. La coalition PASTEF, conduite par l'actuel Premier ministre, a récolté près de 2 millions de voix, près de 54 des suffrages exprimés, 130 députés sur 165, 47 départements remportés sur les 54, majorité qualifiée de 99 députés largement dépassée par une véritable razzia. La coalition Takowalou, dirigée par l'ex-président de la République Macky Sall, a obtenu 16 sièges. Diam ak Njeriñ de l'ancien ministre Amadou Ba a réussi à faire élire 7 députés, tandis que la liste Sam Sa Kaddu du maire Barthélémy Diaz a eu 3 sièges. La coalition And Nawlé a obtenu 2 sièges. Les coalitions suivantes, Sénégal Kessé, les nationalistes, Bessal Sénégal, Sopi Sénégal, Farlou, And Ci Kóllëre, Pôle Alternative, ont chacun, en ce qui le concerne, obtenu un député. Au total, 165 députés vont représenter le peuple à l'Assemblée nationale avec comme point urgent sur la table le vote du budget.
Les autorités italiennes ont mis la main sur un important chargement de 24 tonnes de pneus usés destinés au marché sénégalais. Cette nouvelle saisine fait remonter le débat sur l'importation et l'utilisation de pneus de mauvaise qualité. Les quelques vulcanisateurs rencontrés ont mis l'accent sur l'importance de l'utilisation de pneus de bonne qualité. Reportage Aïsatouba. Les pneus, composants indispensables, sont lesquels le véhicule ne peut rouler. Cependant, ils doivent être de bonne qualité pour éviter les catastrophes routières. Au Sénégal, les pneus nous viennent de l'extérieur. Les pneus venant sont meilleurs que les nouveaux modèles parce que ces derniers ne supportent pas trop de chaleur et ils se dégradent facilement. Les derniers modèles ne durent pas plus de mois. Bon, c'est pas qu'ils ne sont pas utilisables, mais nous préférons les venants. Massamba Ndiaye, vulcanisateur depuis 30 ans, nous fait l'économie des modèles de pneus qui varient selon les véhicules. Je suis vulcanisateur depuis presque 30 ans. Oui, il y a une grande différence parce que ça dépend. Le pneu d'un camion est différent de celui d'un 4x4. Ainsi, entre qualité et prix, pour le choix des pneus, la responsabilité revient au conducteur. On dit souvent que les pneus sont la cause principale des accidents. Mais pour moi, c'est les conducteurs qui sont les responsables. C'est-à-dire, nous leur proposons une bonne qualité de 60 000, ils préfèrent acheter la mauvaise. Un pneu qui coûte 100 000, tu l'achètes à 15 000, c'est sûr que ce pneu n'est pas de qualité. Des fois aussi, les conducteurs dépassent la durée de l'utilisation et après, ils retournent la faute au vulcanisateur. Après les multiples cas d'accidents notés pendant les derniers mois, les autorités sénégalaises avaient annoncé le gel de l'importation des pneus de mauvaise qualité. La saisine récente de 24 tonnes de pneus en Italie destinés au Sénégal reconforte davantage la politique du Sénégal d'endiguer les multiples cas d'accidents. À l'international, aux États-Unis, alors que Donald Trump a fait part de son intention de procéder à des expulsions massives et des sans-papiers, la ville de Los Angeles, politiquement à gauche, se prépare. Le conseil municipal a adopté une mesure affirmant un statut de ville sanctuaire. Suivant les détails dans ce récit signé Mam Awassal. Envoyé à Donald Trump et sa politique hostile aux migrants, mais surtout aux sans-papiers et à leurs proches. 1,3 million d'immigrés font tourner Los Angeles et font de cette ville la meilleure du pays. Aujourd'hui, nous disons à cette déclaration. Ainsi, la Cité des Jonges ne mettra pas des ressources en personne ou en équipement au service de l'État fédéral, alors que la future administration Trump prépare l'expulsion de millions de personnes. Au moins 11 millions de personnes seraient présentées illégalement à travers les États-Unis, un grand nombre en Californie et à Los Angeles. La police de la ville californienne ne coopérera pas non plus avec les autorités fédérales. Après l'élection de Donald Trump, d'autres villes comme New York et Boston ont promis de restreindre les ressources allouées à l'Agence fédérale pour l'immigration. Mais l'homme chargé de superviser des expulsions le répète depuis des jours à la télévision. Pour mettre en œuvre son plan, Donald Trump n'exclut pas de déclarer un état d'urgence national, un état d'exception qui lui permettrait de mobiliser l'armée pour assister les services de migration dans leurs tâches. Sport basketball, Dakar abrite ce week-end la fenêtre de novembre des éliminatoires Angola 2025. L'équipe nationale du Sénégal a d'ailleurs joué son premier match contre le Rwanda. C'était juste il y a quelques minutes à Dakar Arena. Il a d'ailleurs battu l'équipe du Rwanda sur le score de 81-58. Nous reparlons donc de cette fenêtre de qualification qui se déroule du 22 novembre au 24 novembre à Dakar Arena. Les détails avec Idriss Afal.
va abriter la fenêtre de novembre des éliminatoires masculins Angola 2025 du 22 au 24 novembre 2024. L'équipe nationale du Sénégal jouera ce jour son premier match de qualification à l'Afro-Basket 2025, un tournoi qui aura lieu à Dakar Arena. Pour cette fenêtre de novembre 2024, deux groupes de 4 équipes vont s'affronter en 3 jours en attendant la fenêtre de février 2025. L'équipe nationale du Sénégal, dirigée par Desagana Diop, est logée dans la groupe A avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda qui sera son adversaire du jour. Pour cette journée d'ouverture, 4 matchs seront au menu, dont à 12h le Soudan qui va jouer contre le Maroc, à 15h RDC Mali, à 18h l'équipe nationale du Sénégal va recevoir le Rwanda et à 21h le Cameroun va défier le Gabon. De quoi inciter au public de venir massivement pour soutenir l'Afro-Basket. Les Lions du Sénégal, donc après cette première victoire contre le Rwanda, je vous le disais tantôt, vont rencontrer demain le Gabon à 18h et puis après-demain dimanche le Cameroun, toujours à la même heure. Parlons à présent de Ligue 1 en match avancé de la 5e journée de Ligue 1. Ce jeudi, le Giraffe a écrasé Oslo FA sur le score de 4-1 et devient leader du championnat. Avec cette 3e victoire de la saison, le Giraffe qui se retrouve avec 11 points plus 6 prend provisoirement les commandes en attendant la sortie de Teungueth FC, 2e avec 10 points plus 5, qui va affronter Agel de Rufisque, 6e de la Ligue 1. Ce samedi donc dans le derby Rufisquois, Oslo FA chute donc à la 12e place pour le compte toujours de cette 5e journée de Ligue 1. Elle se poursuivra les 23 et 24 novembre avec des affiches prometteuses au programme. Le samedi donc vous aurez au stade Galandou Diouf Agel de Rufisque et Teungueth FC, au stade Amadou Barry Guédiawaye FC et Dakar Sacré-Cœur, et puis au stade Diagali Bakayoko US Gorée rencontrera Diamono de Fatick, au stade municipal de Mbacké Sonacos HLM Dakar, et puis au stade Lat Dior de Thiès Walidane contre AS Pikine, et puis le dimanche au stade municipal de Ngor US Ouakam va recevoir Génération Foot, et puis le Casa Sport fera face au Linguère au stade Aline Sitoé Diatta. C'est cette note de sport qui met un terme à cette édition du vendredi. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir et Juma Moubarak.